dans l'entretien précédent, on a essayé de suivre un petit peu les fils passablement complexes tout de même, que l'on peut essayer de suivre autour de la thématique de l'androgynie chez Wagner. J'ai essayé d'insister sur le fait que l'interprétation globale qu'on peut donner du problème, elle se fonde sur des mises en correspondance de textes qu'on n'aurait pas pensé nécessairement à mettre ensemble, mais aussi de faire intervenir la musique dans le portrait. Et ce que j'ai essayé de montrer à la fin, c'est que la problématique du Wagner antisémite venait se greffer sur cette problématique de l'androgynie, dans la mesure où le destructeur de l'androgynie des origines, qui est Albéric, est l'incarnation d'un juif. Alors, je voudrais revenir à ce dont on a parlé dans des entretiens précédents. Encore une fois, avec cette fameuse tripartition de Jean Molineau, c'est de souligner le fait que ce que j'ai raconté dans l'entretien précédent n'est pas autre chose qu'une autre illustration de la tripartition. Parce qu'on prend le texte de l'opéra de Wagner, aussi bien le texte du livret de la musique, on a des structures, on a des éléments, etc. C'est seulement par l'analyse qu'on est capable de montrer que la théorie de l'œuvre d'art totale telle que Wagner l'avait conçue dans ses écrits trouve à s'incarner dans les opéras eux-mêmes. Que les personnages qui sont caractérisés et typés comme des juifs, on sera d'autant plus enclin à faire cette interprétation-là qu'on pourra mettre leur comportement et même leur façon de chanter en rapport avec ce que Wagner dit de la musique des juifs dans ses écrits théoriques. Et puis, ces éléments aussi bien sur l'androgynie que sur l'antisémitisme, ils ne sont pas nécessairement perçus par les amateurs d'opéra. Et c'est ce qui explique, ça a été une de mes motivations pour faire ce livre sur Wagner antisémite, c'est ce qui explique qu'il y a... mais alors, vous ne pouvez pas, ou plus exactement, vous pouvez imaginer les polémiques des wagnérologues wagnérolâtres, en Allemagne en particulier, qui, non, Beckmesser n'est pas un juif, non, Albéric n'est pas un juif, etc. Ils ont simplement oublié que, bien sûr, parce que Beckmesser est un bourgeois de Nuremberg. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas une allégorie du juif par son comportement. Le propre d'une allégorie, c'est de ne pas être exactement ce à quoi cela renvoie. Hein, c'est une bonne définition sémiologique de l'allégorie. Donc, il est tout à fait légitime, si on définit bien ce dont on parle, d'y voir une allégorie du juif. J'ai évoqué alors en 15 secondes la dernière fois Parsifal, sur lequel je ne suis pas rentré, mais maintenant l'idée en revient, alors je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, c'est que le grand personnage féminin de Parsifal, qui s'appelle Kundry, est une allégorie. Alors là, c'est très compliqué, parce que c'est une allégorie de ce que Wagner, dans un de ses écrits, a appelé le mélange judaïco-barbare. C'est pas mal. Et elle est à la fois juive et arabe. Donc, elle en a des traits, etc. À la fin de la vie de Wagner, il y a toute une série de choses qui montrent qu'il a été en contact avec des connaissances qu'il avait sur la culture arabe et qui sont passées dans Parsifal. Et dans Wagner antisémite, évidemment, étant donné qu'il y a une ouverture de son antisémitisme vers l'anti-arabe, j'ai appelé le dernier chapitre le racisme de Wagner dans Parsifal, pour montrer qu'il ne s'en était pas tenu aux Juifs dans ses positions racistes. Voilà. Alors on va laisser ça de côté, mais c'est pour indiquer que là encore, aussi bien au niveau des personnages de Parsifal, eh bien, il faut des études d'analyse, aussi bien des études de texte, de décortiquage du livret, de décortiquage de la musique. La musique, dans la musique de Parsifal, vous n'avez pas d'imitation de prière juive, mais vous avez l'équivalent de l'orientalisme de la peinture du XIXe siècle. Vous savez, la mort de Sardanapale de Delacroix, les odalisques de Ingres, etc. Eh bien, la grande scène avec les filles fleurs de Parsifal, c'est une représentation musicale de leur orientalisme. C'est une musique qui... on avait à l'époque le cliché, n'est-ce pas, de la femme arabe lascive,
etc., qui a été illustré dans la grande exposition qui a été au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2015 de Benjamin Constant, n'est-ce pas, le côté, c'est ça, lascif, qui est un des clichés de la femme juive, de la femme arabe sensuelle. Vous avez une musique, dans la musique de ce qu'on appelle la cause mélodie, dans Parsifal, qui est la traduction musicale de cette lascivité de la femme arabe. Alors là encore, d'ailleurs, le lien qu'il faut faire avec la musique. Alors, donc, tout ceci était pour réillustrer qu'au fond, dans ma manière de présenter tout ce problème, que ce soit l'androgynie ou que ce soit l'antisémitisme, on est de nouveau confronté. Pour moi, l'utilisation du modèle de la tripartition est une évidence. Je ne peux pas concevoir de l'aborder autrement, simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sans l'analyse au niveau de la gestation, de la création des œuvres, des choses qui ne sont pas inscrites dans les structures et des choses qu'on ne peut pas percevoir. Alors, et là, d'une certaine façon, on rejoindrait la première problématique qui a été la mienne à propos de Wagner, qui est celui de la mise en scène. Que faire, hein? Faut-il montrer? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la dimension antisémite des œuvres de Wagner? C'est un sacré problème. Donc, ce que la plupart des metteurs en scène ont fait très très longtemps, c'est de l'occulter complètement. On n'en parle pas. Et Beckmesser peut être simplement le portrait d'un bourgeois ridicule. Hein? Et bon. Alors, vous avez, à mon avis, un cas absolument extraordinaire d'un grand metteur en scène dont on a déjà parlé dans un entretien précédent, qui a réussi il a réussi à prendre en charge le contenu antisémite de Wagner, mais tout en le dénonçant et sans faire de prêchi-prêcha. Alors c'est évidemment Patrice Chéreau dans sa mise en scène de Siegfried, ce qu'il a fait, qui a absolument scandalisé le public allemand, il faut bien dire, de Bayreuth, n'est-ce pas? C'est que lorsque le personnage de Mime, dont je vous rappelle qu'il est une incarnation du juif, c'est le frère d'Albérich, se fait poursuivre et harceler par le dieu Wotan, qui est un grand dieu blond, n'est-ce pas? Et qui menace de le tuer avec son épée, sa lance, etc. Et là, ce que Chéreau a tout simplement fait pour suggérer le lien avec l'antisémitisme, c'est que, complètement paniqué et devant fuir devant Wotan, Mime ramasse une petite valise et sort de la scène. Alors, évidemment, le coup de la petite valise, c'est une image qui est tellement forte à travers tout ce que l'on a vu sur les films sur le nazisme et les camps de concentration. Le public l'a été, ou bien les gens trouvaient ça génial, ou alors ils ont été scandalisés. Et ceux qui ont été scandalisés, c'était ceux qui ne voulaient pas admettre qu'il y avait cette dimension d'antisémitisme de Wagner, qui a été traduite par une mise en rapport du contenu de l'opéra de Wagner avec évidemment ce qui s'est passé un siècle plus tard. Mais c'est pour vous montrer que ces questions, au fond, on pourrait considérer que ces questions sont des problèmes que le musicologue a envie de régler parce qu'il fait son travail d'historien. C'est plus que ça, parce qu'on est obligé à ce moment-là de se poser la question, comment peut-on mettre en scène Wagner aujourd'hui? Alors, on peut occulter ces dimensions-là, mais si on décide d'en parler, comment est-ce qu'on en parle? Alors, il n'y a absolument personne aujourd'hui, j'espère que ça n'arrivera pas, qui ferait une mise en scène de Wagner en prenant en charge le caractère juif des personnages et en les critiquant, enfin en se moquant d'eux. Il n'y a personne jusqu'à présent qui a fait ça, heureusement. Si Marine Le Pen prend le pouvoir en France, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura envie de faire une mise en scène de cette nature, mais heureusement, on n'en est pas encore là, n'est-ce pas? Donc, mais ça explique aussi que c'est une très grave question que j'aborde à la fin de Wagner antisémite, qui est très complexe, c'est le problème du bannissement des opéras de Wagner en Israël. Alors, c'est une question multiple. Parce qu'il y a des rescapés d'Auschwitz ou de Dachau qui ne pouvaient absolument pas supporter qu'on puisse entendre dans les salles de concert d'Israël de la musique de Wagner. Il y a ceux, comme un grand chef d'orchestre comme Daniel Barenboim, qui a dit non, c'est un immense compositeur, il faut le jouer, et puis ne venez pas me dire que le prélude et la mort d'Isolde dans le Tristan de Wagner a un contenu antisémite.
ni de près ni de loin. Mais alors à ce moment-là, on voit tout le côté émotif du problème, c'est-à-dire que les gens, à l'idée même que l'on joue du Wagner, ça connote le lien de Wagner avec la Shoah, puisque on sait que Hitler était un admirateur de Wagner. Donc le lien, c'est une autre dimension encore dans l'interprétation. Le lien est établi à un niveau affectif. Je pourrais donner un exemple dans un autre domaine de quelqu'un que je connais de près, qui avait la reproduction d'un tableau de Kandinsky dans son bureau. Et puis il se fait que Kandinsky est un fiefé antisémite, qui a entretenu une correspondance avec Schoenberg. Et dans cette correspondance, qui est publiée, accessible en français, Kandinsky se démolit Schoenberg en critiquant sa judaïté. N'est-ce pas? Alors, je racontais ça à cette personne qui avait ce tableau dans la production. C'est un tableau abstrait, évidemment, totalement abstrait. Hein, avait dans son bureau et elle l'a décroché. Elle l'a retiré. Donc, au niveau des liens de sens, de signification, il y a 36 choses dans la sémantique musicale. Je veux dire, le poème symphonique de Debussy, La mer, oui, il y a une imitation du vent et du bruit des vagues. Il y a quelque chose d'iconologique, d'iconique dans le lien entre la musique et la mer. On l'entend, et sans avoir à se poser de questions, on voit bien que c'est l'imitation du mouvement des vagues. Le lien entre une œuvre abstraite de musique comme le Prélude et la mort d'Isolde et l'antisémitisme par la médiation du lien de Wagner avec Hitler, mais qui fait quand même que les gens ont réussi à interdire l'exécution de la musique de Wagner en Israël. Donc c'est encore d'ailleurs un problème pour moi de caractère sémiologique qu'il faut traiter et essayer d'expliquer. Et je m'amuse à la fin de ce livre sur Wagner antisémite de faire la question provocante, n'est-ce pas? La question qu'il ne faut pas poser, faut-il fermer Bayreuth? Alors, à Bayreuth, aujourd'hui, toute la nouvelle génération, depuis 10 ou 20 ans, consiste à assumer l'antisémitisme de Wagner, à en parler. On vient de construire un monument à la mémoire des victimes du nazisme qui avaient joué au Festival de Bayreuth dans l'entre-deux-guerres. Alors qu'on est devant un théâtre au pied duquel se trouve le buste de Wagner et le buste de Cosima, son épouse, sculpté et réalisé par le sculpteur officiel du Troisième Reich. Donc il y a une présence, de du passé hitlérien. Il y a une présence dans le Bayreuth d'aujourd'hui, parce que c'est des monuments qui sont là, mais ils essaient de l'exorciser et de le prendre en charge, de ne plus le cacher, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que, Wagner, il y a le génie de sa musique qui est fondamental, qui est extraordinaire. Il y a l'épaisseur de signification de ses œuvres qui est extrêmement complexe. Vous savez que Thomas Mann avait une formule absolument extraordinaire. Il disait Wagner und kein Ende, ce qui veut dire avec Wagner, il n'y a jamais de fin. N'est-ce pas? On trouve toujours un nouveau fil qu'on peut tirer pour faire l'exégèse de Wagner. Il y a un médecin qui est un très très bon spécialiste de Wagner, qui a fait sa thèse de doctorat de médecine sur les maladies de Wagner. C'est-à-dire, il a reconstitué, d'après tous les symptômes décrits dans sa correspondance et dans ses écrits, et les témoignages des contemporains, quelles avaient été les différentes maladies qu'il avait eues dans sa vie. Et ça a un certain... On dirait, pour les œuvres, on s'en fout. Non, ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce qu'on voit que ça explique qu'à certaines périodes, il y a des choses qui ne fassent pas, qui ne composent pas, etc. etc. Ça fait partie du personnage. Et il y a d'autres compositeurs pour lesquels on a fait des études de caractère médical, la surdité de Beethoven, les causes de la mort de Mozart, etc. etc. Mais Wagner n'a pas échappé à ça. Il y a un psychologue suisse qui a fait l'exégèse inspirée de Piaget, de la collection de rêves transcrits par Cosima dans son journal.
Il y a 350 rêves de Wagner racontés par Cosimo, parce que le lendemain matin, moi j'ai pensé à ça, j'ai été poursuivi par un crocodile, etc. Il raconte ses rêves, et il y a quelqu'un qui a fait une analyse qui n'est pas une analyse du tout d'inspiration psychanalytique, qui est faite d'après certaines catégories de la psychologie de Piaget. C'est un livre d'une richesse extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a une telle masse de documents, de documentation, qu'on peut toujours trouver un nouvel axe pour décortiquer Wagner. Voilà. On se sera peut-être étonné que finalement dans nos entretiens, Wagner ait pris 30 places. Vous vous souviendrez que lors du premier entretien, j'ai signalé qu'au fond, mon éveil à la musicologie venait de ce que j'avais été exposé à sa musique. Donc au début, je dirais que c'est une relation d'amour, c'est une relation hédonique, c'est une musique qui me rend absolument fou. Et indépendamment des connotations idéologiques et politiques absolument insupportables, personnellement, ça ne m'empêche pas, au contraire, d'admirer l'immense compositeur qu'il est. Ça, on pourrait détailler ça et en parler encore pendant 10 ans. Donc il y a à chaque fois qu'on joue un opéra de Wagner quelque part, c'est sûr que je vais aller le voir, etc., etc. Plus le problème de l'interprétation par les mises en scène qui me préoccupe beaucoup. Et ça vous explique ce poids, cette présence, je dirais, de Wagner très jeune dans ma vie, vers 14, 15, 16 ans, que finalement, j'ai écrit 5 bouquins sur Wagner. Donc cette confrontation à l'univers wagnérien très très jeune explique que j'ai consacré finalement plusieurs livres à Wagner, celui sur la tétralogie de Boulez et Chéreau à Bayreuth, celui dont on vient de parler, Wagner androgyne. Il y en a un que je ne fais que mentionner au passage, qui s'appelle « Les esquisses de Wagner pour Siegfried Stout ». Siegfried Stout, c'est l'esquisse du Crépuscule des dieux, pour lequel il y avait une esquisse qui n'avait jamais été publiée. Et j'en ai fait... Alors ça, c'est une étude musicologique pointue, difficile, comparative, etc. C'est de la musicologie pure et dure, publiée par la Société française de musicologie, du reste. Et puis, le livre dont on a parlé pendant un entretien entier, qui est l'analyse et l'exégèse du solo de cor anglais de Tristan, et puis le Wagner antisémite qui s'en vient. Peut-être simplement signaler, parce que ça a un rapport avec mon travail d'enseignant. Vous pouvez vous douter que j'ai fait beaucoup de séminaires sur Wagner au fil des années. Les interprètes, et en particulier les chanteurs et les chanteuses dans ma faculté de musique, ont souvent désiré avoir des séminaires sur les mises en scène. Donc j'ai fait plusieurs années des séminaires sur les mises en scène des opéras de Wagner. Il y a eu une année où on a pris 10 vidéos de Tristan qu'on a comparées pour voir qu'est-ce qui avait été pris en charge par tel et tel metteur en scène, quels sens sont donnés à l'œuvre par les mises en scène, etc., etc. Il y a eu une année où j'ai fait un séminaire sur la tétralogie, et j'aime bien, quand c'est possible, souvent j'aide les étudiants à faire publier leurs travaux sous forme d'articles. Eh bien, j'avais une année, en 1978, j'avais consacré la moitié d'un numéro de cette revue Musique en jeu, dont j'ai parlé à propos de la sémiologie, à faire publier les textes des travaux du séminaire dans cette revue, ce qui est aussi une façon d'aider les étudiants à se faire connaître.